Est-ce que tu aimes bien l'école? Non, T'aimes pas aller à l'école? non, elle est trop longue. Elle est trop longue. Oh mon pauvre chou d'amour. Ça te fatigue? Oui, Bonjour tout le monde. Ce petit bout de chou, c'est mon fils. Il vous introduit le sujet de cet épisode, qui a été difficile à résumer, je dois le dire. Alors voilà, on y est. C'est le dernier épisode de la saison, et comme promis, je vous livre mon défi personnel. Celui qui est la raison de ce podcast. Le chamboulement de la rentrée scolaire. Avec mon mari, on vous raconte tout sans filtre. D'une part pour contribuer à créer ce monde exempt de jugement et plein de bienveillance, mais aussi pour ancrer tout ce cheminement quelque part. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1, bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit. Arguing with his parent 'cause he disagrees. He was just a nice child, was doing his best. Arguing with his parent. Et avant de commencer cet épisode, je laisse Julie vous présenter son podcast. Vous comprendrez à la fin de cet épisode pourquoi j'ai choisi de faire un lien avec son thème de podcast. Bonjour Nadia et bonjour à tous. Merci de nous accorder ce petit espace. Moi je suis Julie et avec Clotilde on a créé le podcast Vie au carré qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Dans chaque épisode, on échange avec un invité qui nous confie ses équilibres, ce qu'il met en place pour s'épanouir et ce qu'il souhaiterait aussi améliorer. Nous avons échangé avec des personnes très variées. On a par exemple eu la ministre Marlène Schiappa, un prêtre, un sportif de haut niveau, Kevin Emos, et même un acteur porno. Si vous souhaitez écouter un de nos épisodes, j'ai pensé que celui de Pascal Von Horn dans la saison 2 pourrait vous plaire. Lui, il travaillait dans un cabinet d'avocats et il a décidé de quitter son emploi pour pouvoir créer son propre job et devenir le père qu'il voulait être pour ses jumeaux. Autre possibilité, il y a Céline Ribs qui nous explique comment elle gère sa vie par cycle pour profiter pleinement de la petite enfance de ses 4 têtes blondes. Et maintenant, elle commence à reprendre petit à petit le travail en freelance. Voilà, j'espère que ces propositions vous plairont, n'hésitez pas à aller les découvrir. Moi, je vous souhaite à présent un très bon épisode en compagnie de Nadia. À bientôt et bonne écoute. Bon, Adrien, mon cher mari, je te remercie beaucoup d'accepter avec beaucoup de contraintes cette invitation. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Allez, je te propose de commencer par te présenter toi et décrire nos enfants. Alors moi c'est Adrien, je suis donc le mari de Nadia. Nos enfants, donc Nathan qui va avoir 4 ans cet été, et Malia qui a eu 1 an début avril. On les aime très fort évidemment tous les deux, ils sont adorables. Nathan il a un caractère plutôt voilà, faut que ça bouge, il est assez sportif, assez dynamique, il faut vraiment qu'il trouve des activités pour se dépenser tous les jours, mais il est très il aime beaucoup chahuter et on a beaucoup de complicité. Et puis Malia développe son caractère aussi petit à petit. Mais elle passe beaucoup de temps à jouer avec son frère et c'est une bonne vivante. Elle est surtout axée sur la nourriture. Elle a compris ce qui était important dans la vie. Voilà ce que je peux dire de façon très brève sur mes enfants. C'est marrant comment tu décris nos enfants parce que moi j'aurais rajouté alors j'allais dire loulou. Bon, il faut savoir que quand on va dire loulou, c'est Nathan, et quand on va dire choups, c'est Malia. Comme ça, si jamais notre automatisme revient, les gens comprendront. Ouais, alors moi j'aurais rajouté sur Loulou qu'il est, donc comme t'as dit, il est très dynamique, mais il est aussi beaucoup dans son monde. Il a un monde, une imagination débordante. Il est souvent dans la lune. Il y a aussi ce côté-là. Et Malia, elle est aussi très câlin, bisou, très coquette, très. Oui, c'est pas une fille pour rien. C'est un peu. Ça me fait un peu bizarre de le dire dès 1 an, mais c'est vrai qu'elle a ces côtés-là déjà. Alors, bon, aujourd'hui, si on a décidé de faire cet épisode, c'est pour raconter les problématiques qu'on a vécues et que Nathan a vécues. Est-ce que toi, tu veux commencer ?
Donc Nathan, il a démarré la petite section d'école près de chez nous en septembre 2020, l'an dernier. Et avant, il avait fait un peu de nounou et de la crèche pendant presque un an avant, où tout s'était à chaque fois très bien passé, aucun problème particulier. Donc on n'avait aucune appréhension particulière pour le démarrage de l'école. Et puis Nathan était content d'y aller, enfin voilà. Et en fait, très vite, dès le mois de septembre, on a eu des retours, notamment de sa maîtresse, qui nous disait, bah Nathan, il a tapé, Nathan, il a été violent aujourd'hui. Et, Au début, attends, je me permets de te couper. Au début, c'était plus, il fait pas la sieste. Il fait pas la sieste et il réveille tout le monde. Oui, il fait la foire dans le dortoir. Ouais. Après, il écoutait pas les règles. Il faisait, quand il fallait aller aux toilettes, c'était le seul à courir à l'opposé. Il y avait ça. Et après, est venu le comportement violent, ouais. Ouais. Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué, parce que le fait qu'il écoute pas trop, qu'il dorme pas à la sieste, je me suis dit aussi qu'il grandissait, et puis que c'était peut-être pas si grave que ça, enfin voilà, ça m'a pas travaillé en tout cas. Par contre, quand on a commencé à nous dire qu'il tapait, qu'il y avait de la violence dans son comportement, là au début j'ai carrément pas cru, je me suis dit bah c'est pas possible, ils se sont trompés de gamin, ou alors il y avait vraiment une bonne raison pour qu'il soit poussé à bout. Sauf que ça s'est tellement répété, on nous a tellement lancé d'alerte sur septembre, octobre, que c'est devenu une réalité. Et puis on a commencé forcément, ça nous a travaillé, on a commencé à en parler de plus en plus, sachant que Nathan, à chaque fois qu'on lui posait des questions en disant bah comment ça s'est passé à l'école, pourquoi t'as tapé, qu'est-ce qui t'a pas plu, qu'est-ce qui t'a énervé, essaye de te souvenir, à chaque fois c'était on n'avait pas de réponse quoi, à chaque fois c'était je sais plus, et puis il avait pas envie de s'en souvenir, ou il avait pas envie d'en parler. Alors pour autant il se plaisait à l'école, enfin il passait des bonnes journées quand même, et je pense que c'est toujours le cas. Mais sur toutes les parties qui ne vont pas, et notamment les violences, les premiers mois en tout cas, on n'a jamais réussi à lui faire sortir, exprimer pourquoi ça n'allait pas. Ce qu'il faisait à l'école, on savait pas du tout, on savait pas ce qu'il faisait comme activité, on savait pas s'il aimait y aller. Alors on le voyait toujours content d'y aller tous les matins, mais on savait rien, il exprimait rien, il avait pas appris à raconter sa journée en fait. Donc les premiers mois, on savait rien du tout, et on savait absolument violent envers Malia en tout cas. Mais après, donc je sais que moi ça m'avait plus affecté que toi, ce comportement-là. Toi tu te disais bon ça va passer. Moi j'étais plus dans l'esprit de me dire faut absolument qu'on fasse quelque chose, qu'on arrête ce comportement-là, parce que faut absolument pas que ça continue et que ça s'aggrave. Comme j'avais mené une course contre le temps, où il fallait absolument qu'il arrête ça très vite, avant que ça devienne une habitude. C'était un peu mon problème, et je me mettais une pression énorme là-dessus. Et donc on a fait un premier rendez-vous chez un pédopsie. C'était fin octobre, je crois, qui était nul, clairement. Ouais. Et il est pas du tout dans la bienveillance. Et d'ailleurs, le conseil qu'il nous a donné, c'était de continuer à le punir, et de le punir, de lui enlever ce qu'il aime ou ce qu'il aime faire, jusqu'à ce que son comportement change. Donc, ouais. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on a fait pendant des mois et qui n'a absolument pas marché. Ouais. Donc on lui confisquait son circuit à billes, une autre fois c'était son circuit de voiture, une autre fois c'était son garage. À un moment il avait plus de jeux dans sa chambre, tous les jeux étaient dans la chambre de Malia. Et quand il avait un bon comportement, on lui redonnait un jeu, il choisissait. Sauf que en fait on passait la plupart des semaines où tous les jeux étaient dans la chambre de Malia et pas dans sa chambre. Ouais. Donc ça servait à rien. Ça n'a pas, oui, voilà, ça n'a rien arrangé en tout cas. Ouais. Et puis on en parlait tout le temps, je veux dire, entre nous, combien de soirs dans la semaine on parlait de ça, parce que ça te travaillait, parce que ça me travaillait, parce que le soir même, le loulou, on l'avait récupéré de l'école, et il avait eu que du rouge, ou il avait encore tapé, et puis nous, forcément, on pouvait pas faire comme si de rien n'était, donc... Alors juste pour expliquer que du rouge, un peu la vie. La maîtresse a très vite mis en place un système de fusée, en fait, qu'elle coloriait par demi-journée en fonction de son comportement. Donc s'il était sage, c'était vert, et s'il était pas sage, c'était rouge. Donc très souvent, elle était toute rouge, la fusée.
Donc voilà, après il y avait plusieurs choses à distinguer. C'était au bout d'un moment, je me rappelle qu'on est passé par une période où on voulait agir que sur le fait qu'il tapait, et on a pris cette décision de lui mettre une fessée le soir quand il aura été les jours où il aura été violent. Ouais, et on donc il menaçait aura en tapé. disant Nathan, on acceptait qu'il ait du rouge ou on acceptait certaines choses du genre il a pas écouté ou il a pas voulu faire telle activité. On se disait vraiment non, on veut sévir que quand il y a une violence. On voulait mettre l'accent là où il Ouais. fallait en fait, parce qu'il y avait trop de choses. Il y avait trop de Il fallait choses. prioriser. Mhm. Donc on a adopté cette solution-là, qui a été efficace, hein, mais sur le long terme, ça a un peu détruit notre relation avec lui. Et C'est d'ailleurs, en écoutant plein de podcasts, en lisant des livres après, tout le monde est d'accord pour le dire, hein, les punitions ou les fessées, les claques, les VO, c'est efficace à court terme, mais Bah, dans le meilleur des cas, c'est efficace à court terme, mais la plupart du temps, ça te soulage la fraction de seconde où tu le fais, parce que au moment où tu le fais, tu te dis qu'il le mérite, c'est pour ça que tu le fais. Mais en fait, derrière, c'est juste de la culpabilité que t'as. L'enfant, il pleure. Mhm. Toi, tu vois que finalement, à part, enfin, 9 fois sur 10, même à court terme, ça change rien, quoi. ouais, non, mais t'as raison, ça nous soulageait aussi, ouais. C'est dur de dire ça aujourd'hui parce que maintenant qu'on a On serait plus complètement capable de banni faire ça. ça, ouais. 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 Ouais, mais on a dû passer par ces étapes-là pour nous-mêmes se rendre compte de... Bah, on a fait tout un chemin, en fait. Et avant d'en arriver là où on en est aujourd'hui, même si tout n'est pas rose, tout n'est pas résolu, on est passé par des étapes qui étaient nécessaires, je pense que c'était un mal nécessaire, mais on est enfin arrivé aujourd'hui à voilà, la non-violence, et on est enfin, la relation avec Nathan qu'on a aujourd'hui est quand même beaucoup plus apaisée, même lui, il a beaucoup moins peur qu'avant de se faire gronder, de se prendre une fessée, enfin, c'est une relation beaucoup plus saine et de confiance et fusionnelle qu'on a ensemble, et son comportement s'en ressent aussi, quoi. Il écoute plus, il a plus d'initiative, il apprend mieux, il comprend mieux, enfin. Mais quand tu dis c'est un mal nécessaire, si c'était à refaire, on le referait pas. Je veux dire, si à l'époque on avait toute la connaissance qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas fait, on se serait pas engagé dans ces soirées de fessées, quoi. Bah, il y a une partie connaissance, puis il y a une partie faire aussi. Il y a des choses, t'as beau avoir lu des bouquins, tous les dictionnaires, tout ce que tu veux, tant que tu l'as pas vécu, bah tu peux pas. Il y a des choses qu'il faut vivre, je pense. Il y a des choses où vraiment, tu peux être convaincu de certaines façons de faire, les appliquer, même si dans les bouquins que t'as lus, c'est pas ça qui t'explique. Et la vraie conviction que tu vas avoir, c'est parce que tu as appliqué tes méthodes pendant X semaines, peut-être X mois, et que tu vas toi-même te dire non, ça marche pas, ou ça marche qu'à moitié, ou... Non, mais je comprends. Mais là où ça me dérange quand tu dis le mal nécessaire, c'est que c'est un mal nécessaire pour nous, pour nous Ah oui, évoluer, mais pas nous. pour lui. Pour nous, oui. Justifier les fessées, les VO, on n'a Ouais, pas c'est envie de clair. dire que c'est nécessaire pour les enfants. Ah non, pas pour... Non, c'était mal nécessaire pour nous, ouais. Voilà, Ouais. ouais, c'est ça. Pour notre évolution personnelle dans notre parentalité, quoi. Donc ouais, alors si on reprend le fil du temps, donc on est passé par, je dirais, en une semaine en fait, il a arrêté de taper après ses fessées le soir. Il a arrêté de taper, donc on ressoufflait un peu nous, Ouais, ça a pas duré longtemps. parce qu'après le prochain événement entre guillemets, c'était les janvier où ils ont reçu des nouveaux tout petits, donc mais Oui, pour fin 2020, on était Oui, à la fin du mois de décembre, il y avait du mieux. Mais parce qu'on avait vraiment resserré la vie, puis c'était par peur ou par contrainte, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, il avait arrêté de taper, mais je sais pas si tu te rappelles, il commençait à être insolent. Tu te rappelles, à un moment, il a dit t'es chiante à une nana, à une stagiaire là-bas. Il avait craché sur une nana de la cantine. Ah oui, puis il devait appeler, ils arrivaient même pas à le calmer ou à le faire changer. Oui, voilà, il voulait qu'il s'excuse. Après avoir fait ça, il voulait même pas le faire, ils ont dû appeler la directrice. Enfin, quand on dit ça le soir, quand tu récupères ton gamin, ça fait bizarre. Ouais, donc la violence s'est transformée un peu en insolence. Oui. C'est vrai, c'était dur à gérer. Et je me rappelle qu'il y a des fois, j'allais le chercher. C'est à ce moment-là où, en fait, je commençais à développer une phobie d'aller le chercher à l'école parce que j'en avais marre d'entendre toujours du négatif. Oui, souvent c'était du négatif. Le petit débrief qu'on avait en le récupérant à la garderie le soir,
c'était toujours très court, très bref, et puis 9 fois sur 10, c'était du négatif. Ils insistaient que sur il a pas dormi, il a tapé machin, voilà, alors qu'il y avait forcément plein d'autres choses correctes, bien qu'il avait fait dans la journée, comme tous les autres enfants. Mais le fait qu'on nous en parle jamais et qu'à chaque fois le débrief de la journée en 30 secondes chrono c'était du négatif, ça use, franchement ça use. Tu rentres chez toi avec ton fils, on t'a dit que ça de ta journée, lui soit quand on lui pose des questions, soit il veut pas en parler, soit il raconte des trucs à côté de la plaque qui sort à moitié de son imagination. Bon, du coup, le peu d'informations qu'on a de sa journée, c'est souvent du négatif, et c'est difficile de rentrer à la maison avec ça et de faire comme si tout allait bien. Ouais, parce que du coup, entendre du négatif, nous, on était tous les deux au boulot, on avait tous les deux notre journée de boulot, qu'elle se soit bien passée ou mal, ça rajoute encore un truc pas joyeux, et du coup, ça pourrissait nos soirées. On rentrait... on a passé des soirées à parler de ça, ouais. Après, il y a le break, quand il y avait un break avec des vacances scolaires, en général, c'était bien pour lui, parce que et même pour nous, ça nous permettait de penser à autre chose et de changer de rythme et de changer d'habitude pendant une semaine ou deux. Et les vacances de Noël, qui sont très bien passées. Et après, à la reprise en janvier, les premiers jours, ça allait, tout au vert, on se disait, a priori, on est peut-être sorti d'affaires, quoi, quelque part. Et puis ça a vite, courant janvier, au bout d'une semaine, voire 2 grands max, c'est vite reparti dans les violences, reparti dans le rouge, et il y avait en plus le nouveau symptôme de Nathan ne veut plus faire les activités. De plus en plus, janvier et février, la maîtresse nous disait en plus, il veut plus rien faire, il y a plein d'activités qu'il refuse de faire. Je me rappelle, c'était justement fin janvier, je crois. Il y avait le télétravail qui était mis en place, donc moi je m'étais dit, je vais faire un effort le vendredi, je vais aller le chercher à 16h20, et passer un peu de temps avec lui seul avant d'aller chercher Malia. Et donc un vendredi, je me mets en route, et donc c'est aussi un moment où je voyais la maîtresse, donc on pouvait discuter. Et là, elle me dit ça s'est très mal passé. En plus, il est à la récré, c'est la fin de la récré, tout le monde rentre, et c'est le seul à repartir dans la récré à jouer et tout. Mais elle le disait d'une manière tellement culpabilisatrice, et elle me dit toutes mes collègues sont venus et m'ont dit mais c'est jamais arrivé ce genre de choses. Et moi j'écoutais ça, je me disais mais ok d'accord, c'est de ma faute, qu'est-ce qui s'est passé, et je prenais tout pour moi. Et en plus de ça, après, elle dit et après, il voulait pas faire les activités. Elle me montrait une activité avec une éponge de peinture. Il fallait juste tamponner une assiette. Il voulait pas le faire. Et il savait pas faire. Alors je me disais, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'ai tout pris dans le visage, en quelque sorte. Et j'y allais à pied. Et sur le trajet de retour à pied, j'ai pleuré tout le long. Genre, j'ai tout encaissé. En me disant que c'était de ma faute, qu'il y avait un truc qui allait pas, c'était à cause de nous s'il était comme ça, Nathan. Et c'était dur, quoi. Et c'est là que quand t'es rentré, tu m'as vu dans cet état-là, tu t'es dit qu'est-ce qui se passe encore? Enfin, on était encore partis dans des discussions. Oui, c'est peut-être la différence principale entre ta façon de vivre le truc et la mienne, c'est que toi tu prenais beaucoup sur toi, tu culpabilisais énormément. En mode, c'est nous les parents, c'est de notre faute. Quel que soit ce qu'avait fait Nathan de négatif dans la journée, c'était de notre faute. Et moi, déjà, je pense que je m'inquiétais moins. Enfin, ça me bouffait moins la vie que toi, d'une manière générale. Et je culpabilisais moins, dans le sens où ça reste un petit. Forcément, il est pas responsable ou conscient même de ce qu'il peut faire. Mais je me disais pas forcément c'est moi en tant que papa, c'est ma faute parce que j'ai fait ça de mal, ou il y a 2 ans j'ai dit ça. Enfin, il y a un moment, faut pas non plus c'est du masochisme à un moment, je pense. Donc on a toujours cherché des solutions ensemble, mais je pense que ça t'a beaucoup plus bouffé la vie que moi, et t'as beaucoup plus culpabilisé que moi sur tout ce que t'entendais de leur part à l'école. Il y avait un truc qu'on n'a pas dit juste avant, c'est donc je me rappelle, moi j'étais donc c'était un jour, on rentrait de l'école, il avait encore tapé et eu sa fusée toute rouge, et
on était dans l'optique de lui donner des fessées, mais aussi de le punir en le laissant dans sa chambre. Et donc on rentrait, j'ai mis Malia dans son parc et je montais avec Nathan pour s'expliquer tous les deux. Et donc je lui ai donné sa fessée, je lui ai dit que c'était pas bien de taper, etc. Il pleurait. Et à un moment je lui ai dit pourquoi tu pleures? Et il m'a dit parce que t'es tout le temps fâché. Et ça m'a fait ouvrir les yeux, parce que sur le moment j'avais envie de lui dire si je suis fâchée c'est parce que t'es pas sage, c'est parce que tu tapes. Mais sur le moment je me suis souvenu que les enfants à cet âge-là n'ont pas conscience de la relation de cause à effet. Et donc je me suis dit, si je lui dis ça sert à rien. Et donc je l'ai pas dit. Et donc je me suis rendu compte que ça servait à rien à ce moment-là de donner des fessées. Que lui, en fait, en me disant ça, il me disait que quand je lui donne des fessées, il ne sait pas pourquoi. C'est ça le truc, c'est que même si nous on lui dit voilà je te donne une fessée parce que t'as fait telle chose à l'école, déjà il s'en souvient même plus, et en plus on le punissait alors que l'école l'avait déjà puni. Et lui en me disant je suis triste parce que t'es tout le temps fâché, ça me mettait encore plus de culpabilité, parce que j'étais en train de pourrir toute sa vie. L'école ça se passait pas bien. Le soir en rentrant ça se passait pas bien parce qu'on le repunissait, et c'était un cercle vicieux, et il y avait aucun moment de bonheur, et on n'aurait pas pu s'en sortir comme ça. Donc c'est là qu'on a arrêté qu'on s'est dit on ne donne plus de fessées. Oui, après là tel qu'on le raconte, ceux qui nous écoutent ils peuvent s'imaginer qu'on en donnait tous les jours, c'était pas non plus non, oui. Ça restait exceptionnel, c'était pas tous les jours il y avait une fessée parce qu'il avait fait une bêtise à l'école. Mais là, on en donnait, Nadia, jamais avant, et moi, de façon extrêmement exceptionnelle sur cette période-là, sur tous ces mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, par là, il y en avait quand même plus régulièrement et plus fréquemment. À cause du comportement à l'école. À cause de ce qu'on... Mais à partir de là, on n'en donnait plus du tout. J'ai aussi écouté un épisode de podcast Les Adultes de Demain, qui s'appelait, je sais plus le numéro, mais je le mettrai dans la description. Ça s'appelait éduquer sans récompense ni punition. Et en fait, cet épisode, ça a été une révélation, même si j'avais déjà écouté les bienfaits d'éduquer sans punition ni récompense. Ça m'a remis les choses, ça m'a rafraîchi les choses, et je te l'ai fait écouter. Et toi aussi, t'as compris l'intérêt, en fait, la qualité de lien qu'on peut avoir sans toujours mettre une carotte ou une punition derrière ces faits et gestes d'un enfant. Et ça nous a convaincus tous les deux, en fait, sur le moment, parce qu'on le vivait, donc ça nous a doublement convaincus, et aujourd'hui on n'est plus dans cette relation-là. Oui. Et du coup, quand on sort de ce schéma-là de soit de la récompense, soit de la punition, on développe beaucoup plus la notion de la confiance, la coopération, l'entraide, l'initiative. Et alors ça se fait pas en 2 jours, hein, c'est sur du long terme, mais c'est vraiment bénéfique. Alors, ça évite pas que de temps en temps on dise, je sais pas moi, finis ton assiette, il y a encore 5 bouchées et puis t'auras un yaourt au chocolat. Enfin, ça peut quand même arriver, mais c'est une notion de dose, quoi. Ouais. J'invite vraiment tout le monde à écouter cet épisode, enfin en tout cas ceux qui veulent sortir de ce schéma-là, parce qu'il explique vraiment le pourquoi, même si je trouve qu'il donne pas vraiment le comment, mais ça c'est à chacun de trouver. Donc voilà, on arrivait en janvier, courant février, on a arrêté les fessées. Nathan, il avait repris un comportement violent à l'école. On savait plus comment gérer, parce qu'on avait arrêté les fessées, on était convaincus de ça, donc on n'avait plus aucun levier, en fait. Oui, mais on a arrêté les fessées, mais il n'y a pas que ça. On a aussi accepté que les violences à l'école puissent encore durer, mais que de toute façon, réagir en grondant, en donnant des fessées et en punissant une deuxième fois par rapport à ce qu'avait fait l'école, ça n'apportait rien de bon finalement. C'était que prolonger le cercle vicieux. Et donc pour retourner dans une bonne dynamique et pour retourner sur une dynamique positive, de toute façon on s'est dit on arrête les fessées, on arrête
le regronder une deuxième fois, même s'il a tapé ou même s'il a fait quelque chose de pas bien à l'école, et on insiste sur le positif. Ça, c'était très important. Il n'y avait pas que le fait d'arrêter les fessées, c'était aussi de changer vraiment de philosophie et de dire on parle du positif. Et quand on va chercher notre enfant à l'école, on parle limite une phrase maximum sur ce qui s'est pas bien passé. Par contre, tout le reste, c'est qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui ? T'as mangé quoi à l'école ? T'as joué à quoi ? Ah bon, t'as fait de la peinture ? Alors qu'est-ce que t'as peint ? Qu'est-ce que t'as dessiné ? Et vraiment parler avec son fils de sa journée ou de ce qu'il a aimé faire normalement. Et du coup, de aussi le mettre dans un schéma de réflexion positif, dynamique, où il se dit ah bah cool, on va pas parler de mes fessées, ou je vais pas me faire gronder, et ça va mieux. Lui-même, il se disait forcément, mécaniquement, bah cool, ça va mieux, je suis content, j'anticipe, j'appréhende plus autant que papa et maman viennent me chercher à l'école, et je suis vraiment content d'être avec eux et de passer la fin de journée avec eux. Et ouais, voilà, donc on avançait comme ça, et puis on a été reconvoqués, du coup, par la maîtresse. Cette fois, on y allait tous les deux. Tu te rappelles ? Oui, oui. Malia avait fait une heure sup chez sa nounou. Et ça m'a vraiment marqué cette deuxième fois parce que je crois qu'on était au plus... Pour Nathan, c'était le bas de la pente. On était dans un moment où il faisait plus les activités. Oui, c'était ça. Violence et il faisait plus les activités. Donc ouais, là, il avait des colères là, assez énormes. Fond, et ouais, c'était vraiment le bas de la pente, quoi. Et donc la maîtresse nous expliquait comment se passaient les journées. À un moment, elle a pris son petit carnet où elle avait noté toutes les choses dangereuses ou violentes qu'il avait fait, et elle a commencé à nous les dire pour qu'on se rende vraiment compte. Et c'est là que tu t'es mis à pleurer parce que tu t'es dit mais c'est pas possible, quoi. C'est pas mon fils. Là, tu te rappelles ? Bah pas, je sais pas, non, mon cerveau a fait occulter ce moment. Bon. Moi de toute façon j'avais les larmes du début jusqu'à la fin. Mais enfin oui, je me souviens que c'était fort parce qu'on avait déjà vu le premier rendez-vous en début d'année, j'étais allé seul, le deuxième je crois que c'était toi qui étais allé, mais là c'était la seule fois où on est allés tous les deux. Et ouais, puis ça avait duré un moment, on s'était dit plein de choses avec la maîtresse qui cela dit en passant, est plutôt bien, enfin je veux dire, oui. On n'a pas grand chose à lui reprocher, elle est jeune, elle est bienveillante, elle est dynamique, elle est... Enfin voilà, et puis la façon dont elle a eu de nous parler de Nathan et de nous exposer son point de vue, c'était constructif, et puis c'était pas juste bon votre fils il me gonfle, faut faire quelque chose, mettez-lui des claques, c'était pas du tout ça, donc je pense que c'était vraiment bien. Les fois où on l'a vu pour parler de Nathan, c'était toujours bien, c'était toujours constructif. Ouais, et d'ailleurs ce rendez-vous il a été super parce que ils nous ont exposé un peu tout ce qui n'allait pas, mais ils avaient une grosse solution à la clé qui était ils avaient analysé un peu les choses. Il faut savoir qu'ils étaient 34, ils sont toujours 34 dans sa classe, et il y a en janvier ils ont reçu 5 ou 6 nouveaux tout petits. 6 nouveaux tout petits, et des tout petits ça pleure plus. Il y a un niveau sonore dès le matin qui est assez important. Oui. Et Nathan est assez sensible au bruit, n'empêche, mine de rien. Tu vois, quand Malia elle crie, parce que elle aime bien tester sa voix, lui il va dire Malia elle crie, ça me casse les oreilles. Des fois il va même s'isoler tout seul parce qu'il y a trop de bruit, quoi. Donc, et même récemment il arrive enfin à le faire baliser à la fin des journées, quand il dit c'est trop long. L'école en gros il aime bien, mais c'est trop long. Ouais. Bah voilà, ça fait des grosses journées pour eux. Faut se mettre dans la peau d'un enfant de 4 ans, ça fait une sacrée journée, quoi. Et puis avec du bruit, avec plein d'activités, des horaires, la cantine et machin. Nous, à leur place, on serait crevés aussi. Ouais. Et ils commencent enfin à arriver à nous verbaliser qu'il y a trop de bruit et que c'est trop long. Chose qu'il n'arrivait pas à faire il y a 6 mois, 1 an, alors que je pense qu'il le pensait déjà. Bah avant que je sois en arrêt, il faisait du 8h20, 18h. Avec cet environnement sonore, c'est vrai que c'est... Ouais, ça doit peser, quoi. Et donc, suite à ce rendez-vous, il proposait de le mettre une semaine en grande section. Oui. Où je me rappelle qu'elle avait dit qu'ils étaient 25, je crois, 25 ou 27. Et en tout cas, ils sont plus grands, ils sont plus disciplinés, il y a moins de cris, de pleurs, etc. Et ce qu'ils voulaient tester, en tout cas ce qu'ils voulaient voir, c'est s'il avait une capacité de concentration pour faire les activités.
Parce que là, la maîtresse nous disait qu'elle était incapable d'évaluer ça vu qu'il ne faisait pas les activités. Donc voilà, il a fait sa petite semaine en grande section. Il avait un peu peur quand même au début. Il l'emmenait pas large. Ouais. Mais ce qui est positif dans tout ça, c'est que vu qu'il fait beaucoup de bêtises à l'école, tout le monde le connaît. Même les primaires. C'est une école de maternelle primaire mélangée et ouais, tout le monde le connaît. Et donc dans la classe de grande section où il allait, il y avait des petits, des grands là qui le connaissaient déjà. Donc c'était disons qu'il avait au moins ça quoi comme lien d'attachement. Et nous on n'était pas hyper convaincus de cette semaine en grande section. Nous avait proposé sa maîtresse. On s'était dit bon ok, on va tester. De toute façon, on prend pas un grand risque. On peut essayer. On verra bien ce que ça donne. Mais on n'était pas vraiment convaincus que ça serve à quelque chose ou que ça fasse changer Nathan. Et au final, c'était quand même plutôt positif parce que quand il est après une semaine déjà la semaine en grande section, ça s'est bien passé. Il a été calme, il a bien fait les activités. Et globalement, franchement, c'était bien. Il a joué le jeu de rentrer dans les clous. Après, nous, on lui avait expliqué que c'était pas pour être puni, que c'était pour qu'il apprenne à voir comment ils font les grands. Enfin voilà, c'est lui faire un peu comprendre qu'il allait là-bas pour voir comment il faisait, pour travailler dans le calme et pour voir ce que c'était que d'obéir et d'écouter une maîtresse, etc. Et donc il a joué le jeu, et puis quand il est revenu à la fin de la semaine, enfin la semaine suivante dans sa classe, je sais pas combien de temps ça a duré, parce que le naturel revient un peu au galop derrière, mais il y avait du mieux. Toute la semaine, il était super sage. Toute la semaine, il était, même quand il y avait un petit qui tombait, il l'aidait à se relever, enfin, il était comme on le connaissait à la maison. Ouais, et puis je pense qu'il avait à cœur de montrer que il avait compris des choses. Mais je pense il y a eu quand il est revenu dans sa classe, il y a quand même eu un moment où la maîtresse lui a fait raconter aux autres ce qu'il a vu, et il a dit je suis allé en grande section parce que j'étais puni. Donc il l'a quand même un peu pris comme une punition, le pauvre Nathan. Disons qu'il savait bien que c'était en lien avec les violences et il est pas même bête, si on avait beau lui dire que c'était pour observer et tout ça, il savait que voilà, c'était un peu une punition et il l'a pris un peu comme ça. Donc il a été très très sage toute la semaine. Et puis après c'était les vacances de février. Et puis en revenant, il faisait les activités, il tapait pas, mais il avait quand même un comportement où il écoutait pas trop quoi. Il refaisait le clown et tout. Oui, les activités, on était sortis, ça a pas duré si longtemps que ça finalement. Il s'est remis à faire, et il le fait toujours aujourd'hui, les exercices, les petites activités, les jeux comme tous les autres enfants. Mais par contre, effectivement, il y a toujours mars, avril, mai, toute la fin d'année, il y a toujours quand même encore des cas de... Alors c'est moins fréquent, c'est moins violent, mais il y a encore quand même des cas de... il écoute pas, il en fait qu'à sa tête, ou il a tapé machin, mais à chaque fois c'est parce que... avec tel autre copain, ils sont chamaillés, ils sont poussés, ou ils se sont piqués un jouet, c'est toujours des raisons aussi bêtes que ça, où les enfants à cet âge-là, surtout certains garçons, dont Nathan, ils ont pas vraiment de filtre, et puis ça part vite dans je te pousse, je t'arrache le truc des mains, et puis ça griffe ou ça tape derrière. Alors c'est des enfants de 3-4 ans, c'est pas bien méchant, ça va pas loin, mais bon voilà, il y a aussi d'autres garçons dans la classe et dans l'école qui ne font pas ça, et quant aux filles, on a l'impression qu'il y en a... elles sont toutes hyper sages quoi. Donc en gros il est dans un lot de 4-5 garçons dans la classe qui font quand même qui donnent un peu plus de fil à retordre aux enseignants, j'ai l'impression. Et voilà, enfin ça va quand même beaucoup mieux aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins fréquent, on n'a pas été contacté par la maîtresse à ce sujet-là depuis je sais pas longtemps, des mois. Je me rappelle pourquoi t'as pleuré. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé quand on a été convoqué, c'est que il était tellement ingérable qu'il passait toutes ses récrés à la main donnée à la maîtresse, et pour qu'il se défoule, elle lui disait tiens va voir s'il y a un escargot là-bas, va me ramasser une feuille là-bas, et il courait, il revenait, et ça nous a fait énormément de mal d'entendre ça, qu'en fait il passait la récré à tenir la main de la maîtresse, et aussi les autres, et ses copains voulaient plus jouer avec lui. Ouais. Voilà. Parce qu'il Elle était nous a violent. dit ça. En fait, les autres voyaient son comportement, et il y avait tellement
même ses copains, ses copines d'origine, on va dire, depuis le début de l'année, voyaient que ça arrivait tellement trop souvent des fois où il devenait violent que ouais, il s'est retrouvé petit à petit isolé en fait. Et quand on t'apprend en petite section que ton fils, qui est encore pas loin d'être un bébé, se retrouve un peu isolé, que les autres veulent plus jouer avec lui et qu'il passe la récréation à tenir la main de la maîtresse, ouais, ça fait ça met un coup quoi. Franchement, ça met un coup quand on voit le petit bonhomme que c'est avec nous, plein de vie, d'énergie, de bonne humeur. Ah ouais, ça fait mal quand on entend ça. Ouais. Mm. Donc oui, c'est pour ça que ça me revient maintenant. Ouais, c'est un coup dur. C'est pour ça que ouais, c'était dur à encaisser. Ouais. Quand elle nous a dit ça, la maîtresse, ça m'a fait me rendre compte qu'il subissait aussi, lui, tout ça, son propre comportement. Et qu'en fait, il a pas choisi d'être violent, il arrive pas à exprimer les choses autrement. Et ça m'a fait prendre du recul et je me suis aussi dit que, enfin voilà, il avait besoin de notre aide. Et donc c'est là que je me suis dit qu'il faut absolument qu'on lui montre notre amour parce que lui, ouais, si nous, il le voulait, c'est ce qu'il demandait en fait. Ouais, si nous en tant que parents on ne le soutenait pas, on n'était pas là pour lui, pour le consoler, pour discuter, pour l'aider à comprendre et à mieux rebondir, et personne le ferait quoi. Enfin, je veux dire, s'il se fait gronder, punir, isoler à l'école, et que quand il revient à la maison, eh ben ses parents sont là uniquement pour remettre une deuxième couche en le punissant, en le grondant, et enfin ça peut le détruire aussi le gamin. Donc je pense qu'en début d'année il s'est passé plusieurs choses, notamment ce rendez-vous avec la maîtresse et puis certains podcasts qu'on a pu écouter qui nous ont fait vraiment ouvrir les yeux sur le fait qu'il fallait insister sur le positif et vraiment être constructif et positif avec Nathan, et vraiment revenir dans une position d'écoute, de partage, d'éducation en fait, tout simplement, et enlever ce képi de flic et de maton là qu'on avait pris depuis quelques mois. Alors c'est aussi à ce moment-là où un moment il s'est levé en pleine nuit et je suis allée le consoler. Il voulait pas de moi, il voulait papa. Et ça m'a mis un gros coup au moral. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir ma généraliste, donc je lui en ai parlé. Parce qu'avant ça, on n'en parlait à personne. On connaît personne ici dans le Nord. Enfin, on a quelques amis, donc on en parlait un peu. Et puis même, quand on en parlait, quand on avait des discussions WhatsApp, des apéros WhatsApp et tout avec des copains, moi j'avais qu'une hâte, c'est de parler de ça. Et puis toi, tu disais tout de suite, mais arrête, dès que tu parles de Nathan, tu fais que de parler en négatif de lui. Des fois, il était même à côté. Oui. Et c'était horrible ce que je faisais, quoi. Je m'en rendais pas compte. Il était juste à côté, et quand tu parlais de ça... juste à côté de lui, tu disais il est hyper violent, il fait que de taper. Enfin, t'étais hyper négative mais moi j'avais qu'une hâte, c'était de parler de ça à quelqu'un pour pouvoir en parler et pour pouvoir trouver des solutions, tu vois. C'était même pas histoire de dire mon fils il fait ça. C'était même pas ça. J'avais juste envie d'en parler, et donc je me rendais même pas compte que ça pouvait faire du mal alors qu'il était juste à côté, et même s'il est pas juste à côté d'ailleurs. C'était assez compliqué. Et donc suite à cette nuit où il voulait pas de moi, il voulait toi, j'ai pris rendez-vous chez notre généraliste et je lui en ai parlé. J'ai parlé de tout ça et ça m'a fait énormément de bien parce que elle a écouté, elle a donné son avis, des conseils, etc. Elle nous a aussi donné les coordonnées d'une pédopsie qui est très réputée ici sur l'île, dont je me suis empressée de prendre rendez-vous, mais le rendez-vous était que 2 mois après. Et puis voilà, et puis aussi, elle m'a aussi donné un premier traitement pour le stress et tout ça.
Mais ça m'a fait quand même beaucoup de bien d'en parler et de savoir qu'il y avait ce rendez-vous-là de pédopsie qui allait venir. Ça nous permettait de ressouffler un petit peu, quoi. Et j'ai eu le rendez-vous avec la pédopsie. J'y étais avec Nathan. Toi, t'étais au boulot. C'était vraiment super parce que, en fait, Nathan était fidèle à lui-même. Il a passé le rendez-vous assis. Il y avait des livres pour enfants, donc il en prenait un, il le lisait, il le finissait, il allait en chercher un autre. En gros, il a montré qu'il était très 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 sage, qu'il était pas du tout hyperactif, qu'il avait rien de problématique. Et donc la pédopsie a vu ça, elle a dit c'est un enfant tout à fait normal. Et moi je lui ai expliqué vraiment ce qui se passait à l'école. Et là elle a dit si le comportement problématique est à l'école, c'est qu'il y a forcément quelque chose dans l'environnement de l'école qui le fatigue énormément. Et qui dit fatigue dit aussi du coup incapacité à gérer ses émotions. Donc voilà, mais toujours est-il que ça nous donnait pas vraiment de solution parce que nous on peut pas agir sur son comportement de l'école. On peut que lui apprendre à gérer ses émotions, mais on est aussi limité par l'âge. Il a à peine 4 ans et je crois que c'est vers 5-6 ans où on commence à un petit peu gérer tout ça, ses colères et tout. Et j'avais lu que c'est même à 20 ans que des personnes étaient capables de gérer complètement leurs émotions. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin bon, bref. Du coup, ce que j'ai aimé aussi, c'est que cette pédopsie, elle nous a vachement conforté sur le fait qu'il faut appuyer sur les comportements positifs, quitte à ce que les comportements négatifs, donc là où il va se frustrer, il va taper, ne pas en parler en fait, sur le moment. Parce qu'en fait, à l'époque, il faut dire aussi que Malia a commencé à jouer, elle commençait à se déplacer et a commencé à lui piquer ses jouets. Donc lui, il commençait à être frustré, à montrer sa colère et à la pousser, et même à la taper des fois. C'était assez rare, mais il la tapait. Et là, on se disait, il faut qu'on lui apprenne à gérer ça, et puis peut-être qu'à l'école, il l'apprendra aussi. Oui, disons que c'était un cas pratique, un peu comme à l'école, que nous, on a pu vivre à la maison. Et effectivement, moi le premier, encore plus que toi, ça me rendait malade de le voir prendre de force des mains de Malia quelque chose, la pousser, voir des gestes brusques envers sa petite sœur qui avait 8 mois à tout péter, et, donc de manière beaucoup plus petite que lui, et puis sachant à peine marcher, et moi ça me rendait malade à chaque fois. Je me souviens de la fois, il y a 2-3 mois où elle était à l'arrivée en haut de l'escalier, et lui, il voulait, je sais pas pourquoi, je sais plus, il voulait pas qu'elle monte, qu'elle fasse la dernière marche, lui il était en haut, et puis il l'a poussée. Alors encore heureux, il y avait ton père, je crois, derrière, qui avait pu la retenir, mais enfin, c'est à quelque chose près, il aurait pu la pousser, puis elle aurait dévalé l'escalier, la tête en arrière, et j'avais piqué une colère, vraiment, j'étais revenu, je lui avais mis une fessée, j'avais piqué une colère rouge, parce que c'était la 150e fois que je lui disais, mais arrête de taper ta sœur, arrête d'être violent, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, de la violence de ce que tu fais? Et ça me rendait malade, quoi. Et pareil, j'ai mis un moment après pas mal de discussions qu'on a pu avoir, j'ai mis un moment à aussi changer ma façon de voir les choses et à appuyer à beaucoup moins réagir, parce que je surréagissais, et du coup je me suis mis à plutôt sous-réagir à ce type de choses, en me disant c'est bon, on est là, je suis là, Malia finalement, même si elle pleure, 2 minutes après elle pense à autre chose, elle s'est pas fait mal, il y a rien de cassé, donc c'est pas si grave, et au contraire à surréagir et appuyer énormément sur le positif, quand il met la table, quand il nous aide, quand il est gentil et doux avec nous, avec Malia, enfin sur tout ce qu'il peut faire de positif. Et résultat, plusieurs semaines, plusieurs mois après, Nathan, on peut que constater qu'il est devenu beaucoup plus doux avec sa sœur, au lieu d'intervenir directement quand il voit qu'il y a un truc qui va pas, quand elle est en train de faire une bêtise, il va nous le dire.
Malia, elle est en train de faire ça. Donc après, c'est à nous de voir si on agit ou si on n'agit pas, mais il est pas lui-même dans l'action directement. Quand il va le faire de façon beaucoup plus douce. Il a appris à tendre la main et à lui demander de lui donner un objet parce qu'il a vu que ça marchait plutôt que de lui arracher directement des mains. Donc ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, en l'espace de seulement quelques mois. On parle pas d'années, on parle de quelques mois. Mm. Donc, Ouais, on a beaucoup changé là-dessus. Plutôt que de lui dire ce qu'il ne faut pas faire, on constatait, ok, il a arraché des mains, on lui dit, bah tu vois, la prochaine fois, ce que tu peux faire, c'est simplement mettre ta main en former un creux et demander donne devant Malia et elle te le donnera. Et donc, encore des fois quand il est fatigué, il va instinctivement arracher des mains, ça lui arrive encore, hein. Mais c'est toujours, voilà, quand il est fatigué. Mais quand il est de bonne composition, comme ce matin, y a rien à redire, quoi, sur son comportement. Ouais, puis il a appris à jouer de plus en plus aussi avec elle. Ouais. Alors, elle grandit, c'est sûr. Mais lui, il a aussi, il a aussi appris de plus en plus il a compris petit à petit que c'était mieux pour lui d'être patient avec sa sœur et de trouver des activités, des jeux à faire avec elle que d'être toujours dans ah bah tiens, ça c'est mon jouet, ça c'est ma dinette, ça c'est mon camion et à être possessif là. Donc il l'est beaucoup moins, il est beaucoup plus partageur et on les voit beaucoup plus souvent ensemble jouer en fait, tout simplement, malgré l'écart d'âge. Et ça, c'est vraiment un bonheur de les voir jouer tous les deux, faire les marioles, ça nous fait rire aussi. C'est toujours très drôle à regarder. Comme disait la pédopsie que j'ai trouvé géniale, c'est en fait déconstruire des comportements qui nous vont pas, en y accordant peu d'importance, parce qu'en fait derrière ça c'est que l'enfant il cherche l'attention, et appuyer sur les comportements positifs en surexagérant ces comportements-là, pour dire vraiment, bah tu vois, c'est en faisant ça que tu attires mon attention, quoi. Et en fait les comportements négatifs, elle disait de pas non plus les taire complètement comme si on n'avait rien vu, hein, c'est pas le but, mais c'est juste sur le moment de ne rien faire, de séparer les enfants si ils sont en train de s'écorcher, mais après au calme revenir dessus et dire que voilà, sa petite sœur, on l'aime, on la respecte, donc il faut éviter de lui faire du mal, etc. Mais c'est vrai que ça a beaucoup marché, ça, et on est super content aujourd'hui du comportement qu'il a à la maison. Après, là où c'est encore un challenge pour nous, c'est qu'il faut que maintenant ça rayonne à l'école, et ça c'est problématique parce que on a transmis à la maîtresse notre façon de voir les choses maintenant, qu'on n'appuie que sur le positif. On lui a transmis aussi qu'on voudrait qu'elle fasse la même chose, mais avec 34 gamins, c'est pas forcément évident. Ils sont que deux, hein, la maîtresse et la TSEM. Donc c'est assez problématique, et je pense que il n'y a pas vraiment de solution en fait, hein. Moi depuis quelques mois, je me suis dit bon on lâche l'affaire. En moyenne section, ils seront une vingtaine, donc ça ira mieux. Mais j'ai appris il y a pas longtemps qu'en moyenne section, ils seront mélangés aussi avec des petits, donc ils seront aussi une trentaine. Donc quand est-ce que ce sera la fin de tout ça, quand il grandira et qu'il aura appris à gérer ses émotions, en fait. Oui, c'est ça. Faut continuer à être bienveillant. Faut garder la meilleure la meilleure ligne de conduite. Faut garder la meilleure ligne de conduite possible. Et puis il faut laisser le temps au temps. Ça paraît bête dit comme ça, mais oui, il va grandir. Il y aura forcément plus de jugeote entre guillemets et de maîtrise des émotions en moyenne section qu'en petite section. Et il va être capable d'encaisser des journées aussi de la même longueur en étant un peu moins fatigué le soir. Donc, mécaniquement, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Ouais, et puis je pense que l'environnement sonore en moyenne section l'année prochaine, il sera peut-être un peu moins important, parce que les enfants auront grandi tout simplement, qu'il y aura moins d'enfants qui pleurent le matin. Encore aujourd'hui, il y en a des enfants qui pleurent le matin. Au retour des vacances, ouais. Donc bon. Donc voilà, c'est un peu l'espoir qu'on a là-dessus.
De nous deux, c'est clairement moi qui allais me renseigner sur l'éducation positive, les émotions, la bienveillance, etc. Je t'ai envoyé des podcasts à écouter, je t'envoyais je t'ai acheté un livre à Noël de Catherine Guigan. Enfin voilà, c'est plutôt moi qui t'envoyais des choses. Et moi j'étais vraiment dans cette éducation positive jusqu'à la fin de l'année dernière, où je me disais, en fait l'éducation positive disait, ou le principe en tout cas, les enfants par mimétisme ils font ce que font leurs parents. J'avais ça en tête et je me disais mais s'il tape c'est que il nous a jamais vu taper, donc comment ça se fait qu'il tape quoi. Et j'étais un peu dans l'extrême de l'éducation positive qui me faisait énormément culpabiliser, qui me disait que voilà, si l'enfant a un comportement problématique, c'est parce que l'adulte a un comportement problématique. Et donc je me disais que c'était de ma faute. Parce que j'avais un comportement problématique et ouais, moi mes parents m'ont jamais appris à gérer mes émotions, je suis encore dans cette étape-là et je me disais que ma non-gestion d'émotions, le fait qu'il y ait des choses qui peuvent me faire rentrer dans une colère, il le voyait ça et il disait c'est ça qu'il avait pris pour exemple. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation positive, elle est un peu trop idéaliste. C'est-à-dire elle prend pas en compte l'état d'esprit dans lequel peut être le parent, l'état de stress dans lequel peut être le parent dû à la journée, au boulot, aux problèmes familiaux, problèmes de couple, problèmes de plein de choses. Et quand il faut toujours être dans un état de bienveillance pour éduquer ses enfants, c'est juste impossible quoi. Et donc dès qu'on n'y arrive pas, on se met à culpabiliser en disant mince, j'ai occasionné une lésion dans son cerveau irréversible en faisant telle ou telle chose parce que j'ai pas été bienveillante. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me disais et je partais dans des extrêmes, mais pas possible, quoi. Et quand j'ai écouté un podcast, c'est Méta de choc sur l'éducation vraiment positive. Je t'ai fait écouter d'ailleurs une partie. Ça m'a fait tellement déculpabiliser que je me suis dit ok, je pars dans un extrême. L'éducation positive en soi, elle est bien, les principes sont bien, mais il faut aussi rappeler qu'on peut pas l'appliquer à 100%. Et t'avais lu un livre bien plus tôt, moi je me souviens d'un titre d'un bouquin qui m'avait bien plu, que t'avais lu, dans ma mémoire tu l'avais lu bien avant, c'était l'éducation approximative. Ah oui. Et ça m'avait plu parce que c'est un mélange de bonnes idées, de bienveillance, de bon sens, mais approximatif dans le sens où on peut aussi s'autoriser de temps en temps à leur faire des coquillettes 2 fois d'affilée et une glace parce qu'on est fatigué et qu'on n'a pas le temps, ou les coller devant un dessin animé 1 heure parce que voilà, on a autre chose à faire, et enfin, ça déculpabilise et ça enlève la notion de il faut toujours être bienveillant, il faut toujours être compréhensif, il faut toujours prendre le temps d'écouter. Il y a des fois, c'est juste pas possible parce qu'on n'a pas envie, qu'on a autre chose à faire, qu'on est fatigué, qu'on est en colère parce que il y a une autre raison qui a fait qu'on est en colère, et en fait, la bienveillance H24, 100% du temps, c'est difficile en fait, on est humain nous aussi, et moi le premier encore, je pense, par rapport à toi, je suis plus souvent, je pense, plus souvent lassé ou découragé de faire certaines choses, et je vais à la facilité, mais tant que ça reste ponctuel et que dans les grandes lignes dans les grandes lignes de l'éducation qu'on donne à nos enfants, on reste constructif, pédagogue et bienveillant, c'est le principal. C'est ça qui compte en fait. C'est que nos enfants se sentent bien avec nous, et
et qu'ils sentent qu'on est là pour eux. Ouais, et puis ce que tu dis, c'est hyper important. Si nous, on n'est pas déjà bien, si on sait pas bien traiter nous-mêmes, on peut pas bien traiter nos enfants. Si on n'est pas bienveillant avec nous-mêmes, on peut pas l'être avec eux. Donc c'est ce que dit aussi Camille, une maman que j'ai rencontrée sur Insta. La bienveillance, c'est d'abord avec les parents et ensuite avec les enfants. Et je me reconnais complètement là-dedans, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience? Qu'est-ce que ça a changé dans ta paternité? Je dirais simplement que j'ai compris que la bienveillance, c'était en fait il y a 9 mois à 1 an, c'était encore qu'un mot pour moi. Oui, il faut être bienveillant, ouais, mais ok, mais je me disais, je suis déjà bienveillant avec mes enfants, je suis gentil, quoi, enfin, je les aime, ça s'arrête là, c'est bon, je suis bienveillant. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on vient de ressasser, je pense que j'ai bien mieux compris aujourd'hui ce que c'était d'être bienveillant avec ses enfants et ce que ça impliquait. Et ça va bien au-delà de juste les aimer et d'être gentil avec eux quand nous, on est de bonne humeur et qu'on est disposé à le faire. Ça demande quelque part beaucoup plus. Ça demande à être constant. Ça doit s'inscrire dans le temps vraiment longue durée. Et puis ça fait un bien fou en fait. Quand on arrive enfin à rentrer durablement dans cette démarche et qu'on voit aussi nos enfants s'épanouir et changer dans leur comportement et dans la relation qu'ils ont avec nous, c'est que du plus, quoi. Donc j'espère juste que ça va durer et que je vais pouvoir rester dans la même dynamique que celle que j'ai depuis plusieurs mois, grâce à toi d'ailleurs, entre autres Nadia, et que tout va se passer pour le mieux et que entre autres les problèmes qui restent avec Nathan à l'école vont se résoudre. Pour la fin d'année, j'y crois pas, vu qu'il reste que quelques semaines, mais déjà courant d'année prochaine en moyenne section, j'espère en tout cas que ça ira de mieux en mieux. Voilà. Bah moi en tout cas, je t'ai vu changer durant toute cette année scolaire. Là où au début on était très sur l'autoritarisme, les VO, etc. Petit à petit, t'es allé vers le 0 VO. Et la bienveillance et l'encouragement de nos enfants pour les construire sur la confiance en eux et l'estime d'eux. Et c'était pas facile parce qu'on a eu de sacrées discussions, mais je trouve que petit à petit tu l'as réussi et aujourd'hui c'est parfait, quoi. Il y a rien à te redire là-dessus. C'est pas un changement qui se fait facilement, mais j'en profite pour préciser que je suis à 80% depuis avril. Ça fait 2 mois et demi. Donc tous les mercredis, maintenant, c'est moi qui m'occupe des enfants. Et ça se passe très bien. Voilà, j'appréhendais un petit peu. Je pense que les enfants aussi. Mais ça se passe très bien. Bah ouais, super. Et puis moi, ça a changé énormément de choses, je trouve. Parce que... il y a eu la dépression qui a joué un peu sur plein de choses. Petit à petit, je me suis rendu compte que ce que voulait Nathan, c'était du temps en fait avec ses parents. Je disais au début, il faisait des journées de 8h20 à 18h. Oui. Des fois même 18h30. C'est très rare, mais voilà. Mais c'est énorme, quoi. Je sais que moi, quand ma première année de maternelle, ma mère est au foyer, j'y allais que le matin. C'était une bonne transition au final. On pouvait pas se permettre ça parce qu'on travaillait tous les deux, mais au final, je me posais la question, à un moment où mon fils il a le plus besoin de moi, je passe mon temps à aller à un travail qui me fait plus t'as aussi chier qu'autre chose. T'as aussi culpabilisé là-dessus, histoire de rajouter une... Voilà, j'ai aussi culpabilisé là-dessus. Et je me suis désintéressée petit à petit. Et en plus, quand on rentrait de l'école,
sa sœur prenait et prend encore beaucoup de place parce que forcément c'est un bébé, il faut beaucoup s'en occuper. Elle fait une bêtise toutes les 3 minutes chrono dans la maison, donc c'est même difficile, mais à une fois rentré de l'école, de se poser au calme avec Nathan pour faire un jeu, une activité ou une histoire avec lui, parce que sa sœur prend tellement de place et elle demande tellement d'attention que en tout cas, ou alors faut vraiment, moi aussi, je sois rentré du boulot et qu'on soit 2 pour s'occuper de chacun d'un des 2 enfants. Quand toi t'es toute seule et que moi je suis pas encore rentré du boulot, c'est impossible. Enfin, c'est dur. Et j'ai même culpabilisé encore vis-à-vis de ça. Tu vas me dire, de toute façon je culpabilise de tout, mais oui, je suis comme ça. Je me suis dit, Malia, elle va aussi commencer elle commence déjà à vouloir de l'attention. Elle nous le fait savoir en faisant ce qu'elle a pas le droit de faire et qu'elle sait très bien qu'elle a pas le droit de faire. Mais petit à petit, elle va le demander, cette attention, un temps de qualité. On lui en donne aucun, là. C'est très rare qu'on s'assoie avec elle et qu'on lui lise un livre, tellement... elle veut pas les lire. Ouais, elle veut pas les lire, mais... Elle claque les pages, elle balance mais le livre au bout de 3 on secondes. pourrait lui apprendre, tu vois, ça pourrait devenir un rituel, mais voilà, c'est assez rare. Il y a quelque temps, je prenais le temps pour lui faire un gros câlin au moment de dormir. Et ça me faisait du bien aussi, c'était aussi un temps de qualité pour elle, et c'était bien, mais c'était très rare. On privilégiait Nathan parce qu'il en avait besoin, mais elle aussi, elle va en avoir besoin. Et je me suis posé la question, mais où est-ce qu'on va, quoi, en tant que famille, si tous les deux, on reste dans notre boulot de cadre où il faut pas compter ses heures, et il faut quand tu rentres chez toi, t'as encore de la charge mentale de ton boulot, où est-ce qu'on va, quoi? Et j'ai passé par une phase de deuil où je me suis dit, moi qui voulais tellement montrer que c'est possible en tant que femme cadre avec un poste à responsabilité, que c'est possible d'avoir une vie de famille avec des enfants en bas âge, en fait non, c'est pas, pour moi c'était pas possible. Et je voulais te montrer que si, et j'ai fait le deuil de ça en me disant que voilà, c'est pour ma famille en tout cas, c'est pas possible. Et c'est pour ça que voilà, j'entame ma reconversion professionnelle dans l'accompagnement parental. Et donc je suis en train de construire petit à petit les choses, et je suis en train de faire aussi des formations. Et j'ai lancé ma formation en discipline positive pour pouvoir animer des ateliers avec des parents autour de la discipline positive. Et c'est hyper intéressant, ça me fait vraiment vibrer tout ça, parce que tout ce que j'apprends, je l'applique aussi dans notre famille. Je te fais lire des passages et tout, c'est hyper intéressant. Et voilà, les difficultés qu'on a vécues nous, en tant que parents, je suis sûre qu'il y en a plein qui le vivent à plus ou moins le même degré. Et on n'a pas su trouver de l'aide. Donc je pense qu'il y a des parents qui cherchent encore de l'aide, donc voilà, j'ai envie de proposer mon aide à toutes ces personnes pour pouvoir réussir à mener une parentalité dans la bienveillance et la fermeté. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton défi facile ? Je dirais tout ce qui tourne autour de la bouffe. Tout ce qui est mangé, que ça soit avec Nathan ou avec Malia... ils ont jamais posé de problème. Nathan, il mange de tout. Il mange quand il faut manger. Il est hyper autonome pour son âge. Il mange déjà très bien. Il se débrouille très bien tout seul, même si je suis un peu maniaque. Dès qu'il y a quelque chose qui tombe. mais non, franchement, je suis fier de lui pour ça, et on n'a jamais eu à se battre ou à galérer parce que il y a tel ou tel aliment qui passe pas, qui veut pas. Enfin, franchement, c'est très simple, très facile. Et avec Malia, c'est parti pour être pareil. Enfin, elle mange même tout ce qui ne se mange pas. Donc, que ça soit comestible ou pas, elle se pose pas la question. Donc, voilà. Donc, les graines qui sont dans les graines d'argile qu'on met dans les plantes, ou les fleurs, les bouts de plastique, voilà, elle bouffe tout. Mais donc, en tout cas, elle est bien partie pour avoir une alimentation facile à gérer, on va dire. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir participé à mon projet de faire cet épisode ensemble sur notre défi.
Je sais pas si tu considères que c'est aussi ton défi. En tout cas, moi, ça a été mon plus grand défi de cette année 2020-2021. Et ça a changé énormément de choses dans ma vie, dans notre famille, dans notre vie de couple aussi. Donc merci à toi. Mais de rien. Rendez-vous à la prochaine saison, 2021-2022. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est pas évident de se livrer comme ça, et je peux ressentir l'angoisse de certains de mes invités. Vous l'aurez compris, nous avons tous les trois évolué durant cette année. En tant que parents, nous avons énormément changé notre vision de la parentalité et de l'éducation. Et je pense que pour mon fils, il a tout simplement grandi et mûri, et surtout digéré tous les changements qu'il a subis. C'est la fin de cet épisode et de cette saison. Merci de m'avoir suivi. Durant la pause estivale, je ne vous laisse pas seul. J'ai parlé de mes sources qui m'ont vraiment aidé à changer ma parentalité. Et bien comme je suis sympa, j'ai décidé de vous les partager en vous expliquant comment ça a impacté ma vie. On se retrouve ensuite dès septembre pour la saison et plein de nouveautés. Je vous souhaite à tous un bel été et surtout, portez-vous bien. Au revoir les auditeurs.